Merci, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs. Par rapport au titre que vous avez bien voulu annoncer, Madame la Présidente, de mon intervention, il m'a semblé utile, compte tenu de ce que j'ai entendu hier, de la centrer sur la question de la sécurité alimentaire que j'estime résume et concentre toutes les crises que nous avons évoquées, à savoir la crise financière et économique, la crise climatique et environnementale, la crise énergétique, et j'en passe. Et de ce point de vue, la sécurité alimentaire est certainement le reflet de la santé des nations et parfois de conséquences, celle du monde. J'aborderai brièvement 2 points. Dans mon premier point, j'essaierai de tirer quelques leçons de la récente crise alimentaire mondiale. Cette crise pose, par son caractère systémique, des problèmes plus complexes et potentiellement plus graves que par le passé. Elle doit donc être traitée comme une alerte précoce sur ce qui attend le monde au XXIe siècle face au défi de produire et distribuer suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050, dans un contexte marqué par des incertitudes quant à l'évolution des cours mondiaux des produits alimentaires et énergétiques, 2, une concurrence accrue pour les ressources naturelles, notamment l'eau, et Monsieur le Président du Conseil mondial de l'eau, mon ami Loïc Fauchon, vous en dira beaucoup plus que moi. Et la 3e considération est la recrudescence des maladies chroniques qui sont dues à la malnutrition et à la progression de zoonoses émergentes ou réémergentes. Et nous en vivons un cas en ce moment. Comment nourrir le monde? Cette question qui est revenue au devant de la scène fera l'objet de mon second point. Donc, après une longue période de baisse tendancielle et de relative stabilité, les cours des marchés mondiaux des matières premières agricoles et de produits alimentaires amorcent une phase de hausse sensible au cours des années 2005-2006. Cette période de hausse a débouché sur une véritable flambée des cours en janvier et juin 2008, qui ont atteint le plus haut niveau en valeur réelle depuis 30 ans. Les prix du maïs et du blé ont plus que doublé, ceux du riz ont plus que triplé, au moment où le prix du pétrole a quadruplé. Le Global Economic Prospect 2009, Commodities at the Crossroads de la Banque mondiale, en analysant l'évolution des marchés sur une longue période, note que la période que nous venons de vivre constitue un événement rare. Une des 3 hausses depuis la Deuxième Guerre mondiale, faisant suite à celle de 1951 et celle de 1974, premier choc pétrolier. Il note aussi que cet emballement des prix a été le plus grand et le plus long depuis 1900. On est donc en présence d'un phénomène tout à fait exceptionnel et en ce sens, il n'est pas anormal que les économies et les politiques
n'ait pas été préparé ou protégé contre cette instabilité aussi exceptionnelle. Cette situation a eu des répercussions dans le monde entier, mais elle a touché de plein fouet les pays en développement net importateurs de denrées alimentaires, avec pour conséquence une baisse du pouvoir d'achat des ménages. Plus de 100 millions de personnes ont basculé dans la sous-alimentation. La situation de l'Afrique à cet égard est particulièrement préoccupante. La crise a engendré des risques graves d'instabilité sociale. Plusieurs pays ont connu des mouvements sociaux médiatisés sous le terme d'émeutes de la faim. Elle a enfin contribué au creusement du déficit commercial et entraîné des coûts considérables pour les finances publiques. Les scénarios à long terme, notamment ceux de l'IFPRI, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, montrent que les prix des produits agricoles continueront d'être volatiles et leur niveau tendanciel sera plus élevé qu'au cours des années dernières. Ceci ouvre ou réouvre, à mon sens, un champ de réflexion sur les risques grandissants liés à l'aléa que représente la volatilité des prix sur les marchés mondiaux pour les économies agroalimentaires qui se sont largement ouvertes sur l'extérieur. Phénomène d'ouverture qui reste relativement récent si l'on songe à la nature des modèles mis en place depuis l'après-guerre et par les politiques post-indépendance ou politiques agricoles menées dans la majorité des pays de l'OCDE. En effet, plusieurs pays du Sud ont été sommés et ont dû accepter de participer à un régime commercial international plus libéralisé, même si l'OCE, qui forme l'ossature de ce régime, nous avons écouté le directeur général hier, n'a pas réussi à conclure son dernier round de négociations, celui de Doha, en particulier en raison des questions agricoles. Nous avons donc besoin de sortir le commerce agricole mondial de son archaïsme et inventer un régime qui puisse garantir à chaque pays sa sécurité alimentaire. Mais cette crise alimentaire mondiale a eu au moins un effet positif, celui de remettre le développement agricole au centre des stratégies de développement dans le monde. Cette priorité est enfin reconnue après tant d'insuffisances, marquées par exemple au cours des 2 dernières décennies passées par une diminution notable de l'aide au développement consacrée à l'agriculture dans les organismes multilatéraux comme dans les agences bilatérales. Replacer ainsi l'agriculture comme priorité du développement, c'est reconnaître que ces fonctions seront de plus en plus indispensables pour l'humanité. C'est rappeler que l'alimentation des hommes en dépend, que ce soit directement ou après transformation animale. C'est de produits agricoles que dépendent de très nombreuses industries. C'est aussi en maîtrisant les techniques de l'agriculture que l'on pourra mieux gérer les ressources rares, économiser l'eau, protéger les sols et préserver la biodiversité. J'en viens maintenant à mon deuxième point pour dire que la baisse tout aussi spectaculaire que l'envolée des prix de 2008 que connaissent les cours des marchés agricoles ne doit pas occulter les causes structurelles de la flambée des prix. Ces causes sont liées à une nouvelle équation alimentaire mondiale en termes de demande et d'offres qui connaissent des changements rapides et profonds. Même si les médias n'en parlent
n'en parle plus beaucoup. La plupart des experts sont convaincus que la baisse récente des prix ne marque pas la fin de cette crise. Les perspectives à long terme montrent en effet que la production agricole doit doubler entre 2000 et 2050, quand la planète comptera 9 milliards d'individus. L'abondance de denrées agricoles sur le long terme n'est pas totalement acquise, même s'il n'y a pas de raison de devenir malthusien. Les contraintes liées à la raréfaction des ressources de base de l'agriculture, les sols et l'eau, au changement climatique, à la dégradation de la biodiversité et de l'environnement, impliquent des risques potentiels de pénurie. Comment alors nourrir le monde face à ces défis? La question est bien sûr complexe, car elle met en jeu de multiples acteurs et des facteurs de nature agronomique, écologique, technique, économique, sociologique, culturelle et géopolitique. Mais les marges de manœuvre existent pour assurer de façon durable les besoins alimentaires de la planète. Exploiter ces marges de manœuvre exigera en premier lieu une révolution agronomique d'envergure que certains qualifient de doublement verte. J'ajouterai cela à la liste que M. Wang Jianyin nous a présentée hier, les 3 révolutions. Nous devons produire plus, mais nous devons aussi produire mieux. Il convient également de mettre en œuvre des politiques publiques fortes et cohérentes, prenant en compte explicitement la multiplicité des défis, en garantissant les investissements, le développement des infrastructures, l'aménagement des territoires, la régulation des échanges, j'en ai parlé, et l'inflexion des comportements individuels de consommation et de limitation des pertes. Je ne saurais terminer, si vous me le permettez, Madame la Présidente, sans signaler que le Maroc, comme de nombreux autres pays, est aujourd'hui confronté à la nécessité de repenser et de réactiver ses politiques agricoles et rurales. Il vient, il y a un peu plus d'1 an, de lancer une nouvelle stratégie dont la dénomination Plan Maroc Vert voudrait exprimer tout l'espoir qu'il place dans le développement agricole. Cette stratégie repose sur une dynamisation de pôles de haute productivité et de haute valeur ajoutée, tant dans la production que dans les industries agroalimentaires, et qu'il est envisagé de développer à travers, en particulier, un investissement massif, public et privé. Elle repose en même temps sur une modernisation accélérée des petites exploitations dont le potentiel est resté sous-exploité.